Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Vous l'aurez compris, nous allons passer une merveilleuse soirée en compagnie de nos deux invités. Si vous me le permettez, on va commencer peut-être chronologiquement tout simplement, et puis on va faire des allers-retours au fur et à mesure justement des points de convergence de vos textes. Donc Jérôme Chantreau, on va remonter le temps, 1834, l'affaire de la rue Transnonain. Alors avant de plonger dans la matière même du livre, mais je vais vous laisser rappeler en quelques mots quelle est cette affaire de la rue Transnonain que nombre d'entre nous avaient sans aucun doute oublié. J'aimerais que vous nous disiez comment vous est venue l'idée de ce texte. Alors, l'idée m'est venue totalement par hasard. Je faisais des recherches pour écrire la vie d'un... Alors j'ai longtemps vécu au Pays Basque, d'un prêtre du Pays Basque. Pour ceux qui ont lu le livre, il arrive quand même à la fin. Donc les recherches que j'ai faites n'ont pas été en vain. J'ai quand même réussi à les caser quelque part. Bon. Et donc, parce que c'était la même époque, j'ai vu sur l'écran de mon ordinateur, briller en bleu ce mot Transnonain. Et c'est phonétique. Au départ, ma rencontre de Transnonain, je ne connaissais absolument pas ce qui s'était passé là-bas. Ces sonorités un peu désuètes, anciennes, comme ça, Transnonain, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est absolument pas transparent. Donc je suis entré dans cette histoire. Alors j'avais comme repère, et sans doute que vous êtes nombreuses à l'avoir aussi, c'est la lithographie de Daumier. Une lithographie, donc on voit un homme allongé devant un lit, évidemment, dans des grilles propres à la lithographie. Ça a plutôt marqué la mémoire, mais pas du tout cette affaire Transnonain. Pour aller très très vite sur ça, on est en avril 1834 à Paris. La rue Transnonain, c'est la rue Beaubourg, c'est le nord de la rue Beaubourg, le haut de la rue Beaubourg. Et un soir d'émeute, comme il y en a beaucoup à cette époque, donc c'est la monarchie de Juillet, Louis-Philippe est roi des Français, et Adolphe Thiers, ministre de l'Intérieur. Donc une révolte, une insurrection, 4000 barricades qui se montent en une nuit à Paris, les Parisiens étant grands spécialistes des barricades, et en bas de cet immeuble, au 12 de la rue Transnonain, une grande barricade, et à 4h du matin, un capitaine se fait tuer d'un coup de pistolet. Ces hommes, qui sont les hommes du 35e de ligne, qui sont les hommes du général Bugeaud, qui ont fait des massacres en Algérie, en Espagne, etc., c'est à peu près la légion étrangère de l'époque, si vous voulez, entrent dans l'immeuble et, par représailles, disent-ils, tuent tout le monde. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, tout le monde. À la baïonnette, à bout portant. Il y a toujours beaucoup de morts dans les insurrections à l'époque, par centaines, et finalement ça choque pas énormément, ce sont insurgés contre forces de l'ordre. Sauf que là, ce sont tous des innocents complets. Il n'y a pas un insurgé parmi les victimes, donc ça fait un très très grand scandale, et ce scandale-là va être étouffé. Donc c'est la première des choses qui m'intéresse là-dedans, c'est comment on a pu étouffer quelque chose dont Hugo, Lamartine, Stendhal, tous les journalistes de l'époque parlent beaucoup. Donc je me suis un peu approché de cette histoire. Il y avait au 5e étage de cet immeuble, dans une chambre de bonne, un jeune homme qui s'appelle Louis Bréfort, il a 18 ans, c'est un artiste peintre. Et si vous tapez Transnonain sur un moteur de recherche, vous allez trouver que le coupable, c'est lui. Alors en fait, pas du tout coupable, mais l'histoire a conservé cette version que ce jeune homme, du haut de sa chambre de bonne, aurait tiré en pleine nuit dans une scène de guerre, avec des balles perdues qui sifflent de partout, aurait tiré sur ce capitaine et l'aurait tué. Donc ça, c'est première des choses, c'est l'injustice évidente et l'envie d'enquêter, même 200 ans à peu près après. Et puis la dernière chose, c'est que alors ça c'est beaucoup plus romanesque, mais dans le lit de Louis Bréfort, qui vient d'être abattu à bout portant, on retrouve une paire de bas de soie enroulés, et qui ont évidemment appartenu à une femme, et cette femme on la connaît, elle s'appelle Annette Vacher, et c'était sa fiancée, qui a miraculeusement échappé à la mort, échappé au 35e de ligne, et disparu. Et donc voilà, c'est évidemment le début d'un roman, ça. Exactement. On va revenir sur le déroulé justement de cette enquête et sur ces deux premiers personnages que vous avez commencé à nous présenter très, très rapidement. On va planter tout de suite le décor aussi, Gaëlle, comme ça on va pouvoir naviguer d'un texte à l'autre. L'homme sous l'orage, un titre énigmatique
qui ne nous dit pas, mais on va le découvrir très vite, que nous sommes en 1917, une année éminemment terrible pendant la Seconde Guerre mondiale. Et que se passe-t-il cette année-là et comment vous est venue l'idée de ce roman ? Alors dans un lieu aussi peut-être dont vous allez nous parler parce que c'est aussi un lieu extrêmement emblématique. En 1917, dans un château d'un domaine viticole qui se situe pas très très loin de l'Espagne, dans les Pyrénées-Orientales, une mère vit avec sa fille et le père et le frère sont au front. Et un soir d'orage diluvien, un homme frappe et cet homme a déserté. Et donc il demande à la maîtresse de maison qu'il connaît si elle veut bien le cacher et elle va le mettre à la porte. Et quelques heures plus tard, sa fille de bientôt 19 ans va faire le choix de faire rentrer cet homme et de le cacher au grenier. Pour moi, l'origine de ce roman, c'est un peu une petite constellation, comme souvent. Donc le premier élément de la constellation, c'est la guerre en Ukraine, qui a été un choc, et puis quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à... En fait, la guerre est revenue dans mon cerveau, comme dans certainement beaucoup des vôtres, à partir de la guerre en Ukraine. Le fait que la guerre soit en Europe, tout à coup, c'était très prégnant. Et puis cette guerre qui revenait, puis alors là, pour le coup, moi, j'ai jamais connu de guerre, mais je pense que ça nous est transmis génétiquement. C'est-à-dire vraiment... Ces images de guerre, toutes les peurs que cette guerre fait surgir sont là, sous la peau. J'ai déjà calculé, moi, la distance de chez moi à l'Ukraine. Et c'est pas beaucoup. Et donc, ensuite, le choc de voir des images de cette guerre qui ressemblaient aux images, pour moi, que j'associe à la Grande Guerre. Les amputés, par exemple. Plein d'amputés. Plein de jeunes gens amputés. Et puis, les tranchées. Il y avait ça qui flottait dans ma tête et finalement, au fil du temps, c'est arrivé. J'étais en train d'écrire mon livre d'avant qui était sur la Deuxième Guerre mondiale, où là, je me suis dit à quel moment je sors de la guerre, si en plus elle rejoint ma vie aujourd'hui. Et en fait, depuis, j'ai l'impression d'avoir passé mon temps à essayer de fuir cette guerre européenne, dans ma tête déjà. Et en même temps, elle est là. Et puis là-dessus, j'ai repensé à un tableau qui se trouvait dans un château qui appartenait à mon arrière-grand-mère quand moi j'étais petite. Mon arrière-grand-mère était l'héritière d'un domaine viticole créé par un de mes ancêtres qui est arrivé dans les Pyrénées-Orientales au début du 19e siècle avec son héritage qui était un cheval et qui, dans le temps de sa vie, a créé 7 domaines viticoles dans cette région. Et l'histoire de ma famille, c'est une chute, c'est une ascension et une chute, puisque cet homme a eu un commerce de vin prospère. À la fin du 19e siècle, il a fait construire un château qui pour lui était évidemment un grand symbole d'ascension sociale, et donc un château moderne. Et puis à l'échelon de ma grand-mère, un frère de ma grand-mère a hérité de ce domaine, et là, ruiné. Donc moi j'ai eu la chance quand j'étais enfant de passer beaucoup de vacances dans cet endroit, et dans ce château il y avait, qui aujourd'hui est vraiment dans un état cataclysmique, il y avait un tableau qui est toujours dans ce château moribond et qui occupait un mur entier où étaient peints plusieurs membres de ma famille, dont mon arrière-grand-mère jeune fille. Et quand j'étais enfant, j'étais fascinée par ce tableau à plus d'un titre, parce que mon arrière-grand-mère, je l'ai bien connue, elle est morte à près de 100 ans, et c'était une très très vieille dame avec qui je n'avais pas à l'époque la moindre proximité. Et on me disait, non, elle, c'était vraiment ton arrière-grand-mère à l'époque, et ce tableau a été peint par un peintre roumain que la famille avait hébergé dans ce château pendant la Grande Guerre. Je ne repense pas tous les jours à ce tableau, mais j'y ai pensé il y a à peu près 2 ans, et je me suis rendu compte qu'enfant, j'avais déformé l'histoire et que dans ma mémoire, c'était mon arrière-grand-mère jeune fille qui avait caché un peintre déserteur dans ce château. Et ça m'a amusée d'avoir à ce point déformé la réalité. Et dans un deuxième temps, je me suis dit, mais cette histoire est beaucoup mieux que la vraie. Et c'est déjà une fiction involontaire, une fiction d'enfant. Et donc pourquoi je ne la raconterai pas ? Elle avait l'avantage de creuser des questionnements que faisait renaître cette guerre européenne. Et en même temps, mon arrière-grand-mère, elle m'a déjà inspiré un personnage de roman il y a très longtemps, qui est un des personnages d'un de mes premiers romans qui s'appelle La part des flammes. Et là, en fait, depuis,
j'ai appris beaucoup de choses sur cette femme. En fait, j'ai appris beaucoup de choses sur cette femme post-mortem. J'ai découvert quantité de secrets qu'elle avait. Et finalement, là, je lui ai inventé un secret. Et je me suis dit, alors si elle avait commis cette transgression-là, sachant qu'elle en a commis d'autres, eh bien, qu'est-ce que ça aurait donné avec ce que je sais d'elle ? Donc, dès le début, j'ai imaginé que j'allais utiliser beaucoup de gens qui sont des gens de ma famille dans ce roman, mais que je m'accorderais absolument toutes les libertés d'une romancière, comme dans n'importe lequel de mes romans. Mais les personnages ne naissent jamais de rien, de nulle part. Mais à partir de là, moi, je les incarne avec toute la liberté. Voilà. On a compris que vous avez l'esprit très romanesque. Comme Jérôme, j'aimerais qu'on replonge. Alors, avant de s'attacher à vos personnages respectifs, on a évoqué tout de suite deux climats en fait de violence. Et il me semble que le décor de ces textes qui s'appuient sur l'histoire, je dirais pas forcément que ce sont des romans purement historiques. Ce sont des romans qui s'adossent à l'histoire avec la liberté aussi du romancier, mais également la puissance des documents sur lesquels on s'appuie. Et il me semble que dans tout cet ensemble-là, ce qui domine, c'est aussi votre réflexion à tous deux sur la violence. Violence du politique. Alors là, je vais me retourner vers vous, Jérôme. Violence intrinsèque au politique, violence qui dit quoi, en fait, du rapport au pouvoir. Il faut peut-être resituer un peu cette monarchie de Juillet, ce roi Louis-Philippe qui aurait tellement aimé qu'on l'aime, hein, et puis cet Adolphe Thiers, personnage très, très paradoxal. Et puis, on viendra ensuite à cette Première Guerre mondiale et à tous ces mots d'ordre, à ces valeurs, entre guillemets, à son patriotisme et à tout ce que cela en fait a pu cacher de violence absolue, notamment dans cette année 1917. Alors d'abord, remontons le temps, la monarchie Louis-Philippe. La monarchie de Juillet, je ne sais pas où vous en êtes de vos souvenirs. Ça fait 1 an que j'entends dire, mais jamais on ne m'a parlé de la monarchie de Juillet, ni à l'école, ni au collège, ni au lycée, ou alors très rapidement quand même. C'est vraiment un parent pauvre des études historiques. Je pense que c'est vraiment dommage parce que c'est pour moi un laboratoire politique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a vraiment un panorama politique qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche et qui vraiment présente des similitudes et aussi qui nous dit comment sont arrivées les choses. Alors, très rapidement, Louis-Philippe, c'est plutôt un bon type, c'est plutôt un type sympathique. Il arrive, d'abord il n'a pas très envie d'aller au pouvoir, c'est sa sœur qui le pousse. Et il y a 2 forces qui l'amènent vraiment au pouvoir. Après, vous savez, les Trois Glorieuses, hein, la révolution de 1830, 2 forces qui l'amènent au pouvoir, la presse et aussi la banque. C'est un roi centriste. Oui, commencez à voir pourquoi ça nous offre un miroir à notre époque. C'est un roi centriste, il invente le juste milieu. On dit qu'il est quasi républicain et quasi bourbon. C'est-à-dire qu'en fait, il est de la branche cadette des Bourbons, donc pas tout à fait, mais quand même un petit peu. De quoi satisfaire l'extrême droite, qui est à l'époque les légitimistes, hein, ceux qui veulent revenir au roi. Et puis, il a aussi combattu dans les armées de la République, à Valmy, à Jemmapes, et combattu de manière d'ailleurs tout à fait courageuse. Et donc il est capable aussi de parler aux républicains, c'est-à-dire à l'époque l'extrême gauche. Donc vous voyez, voilà quelqu'un qui a tout pour plaire, qui veut plaire à tout le monde, et qui évidemment, comme tous ceux qui veulent plaire à tout le monde, n'y arriveront jamais. Donc que se passe-t-il ? Eh bien, d'année en année, en 1830, en 1834, il y a déjà eu 4 émeutes, enfin insurrections, quasi-révolution extrêmement violente. Que fait le pouvoir quand il commence à sentir qu'il perd la main ? Eh bien, il devient violent. Voilà. Et ce qui est très intéressant dans cette époque-là, enfin moi, ce qui m'a vraiment passionné, c'est que c'est pas du tout le stalinisme ou alors la période la plus dure de Napoléon ou de n'importe quel tyran, de Mussolini. Non. C'est un roi centriste. C'est-à-dire que la violence qu'on voit à l'œuvre à ce moment-là, être capable d'envoyer ce que fait Thiers, la Légion étrangère dans un immeuble de la rue Beaubourg, c'est ça qui s'est passé.
et qui tue tout le monde à la baïonnette, eh bien cette violence-là, elle ne vient pas du tout d'un tyran fou furieux qui a décidé d'emporter tout le monde avec lui dans la tombe. Pas du tout. Elle vient de la politique elle-même, et la politique la plus modérée, celle qui veut plaire. Vous voyez ? C'est Ledru-Rollin qui pose cette question dans un mémoire qu'il écrit sur cette affaire de la rue Transnonain. Il l'écrit 3 mois après. Il dit « Jusqu'où un État est-il capable d'aller pour se conserver ?» Et la rue Transnonain répond « Jusqu'au crime ». Je crois qu'il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, dans une guerre qui dérape complètement, en 1917. Guerre dont on sait qu'elle est née de réactions ultranationalistes, mais qui a revêtu les oripeaux du patriotisme, courage. Et 1917, le personnage de Théodore, mais je vais vous laisser aller jusqu'où vous voulez aller, il ne faut pas révéler la fin, mais je crois qu'on peut évoquer néanmoins cette figure du déserteur. Alors, pas seulement une figure française, dans l'armée allemande en face, il y a autant aussi de déserteurs. Et il me semble qu'on va retrouver les mêmes enjeux de cette violence au moment où la situation risque d'échapper au pouvoir respectif et où derrière donc, cet ensemble de valeurs vont se vivre les pires des atrocités. Moi, ce que j'aimerais rappeler, c'est que juste avant la Première Guerre mondiale, on a le sentiment en Europe d'avoir atteint un sommet de civilisation, et que vraiment ce qu'on dit aujourd'hui de l'Union européenne, c'est-à-dire on a avec le commerce fini les guerres, quoi. C'était exactement ça juste avant la guerre de 14, la circulation culturelle en Europe, partout les échanges, partout en fait on crée les moyens de cohabiter pacifiquement, d'échanger, le commerce prenait beaucoup d'importance, la circulation des idées, la culture artistique battait son plein, et du jour au lendemain un archiduc se fait assassiner. Et du jour au lendemain, en août 1914, mobilisation générale, et le début de la guerre de 14, c'est une boucherie. C'est une boucherie, et c'est une boucherie de cruauté de tous côtés. C'est-à-dire que n'importe quel régiment de n'importe quel camp arrivant dans un village trucide tout le monde. Trucide déjà des civils. Franchement, c'est-à-dire que la barbarie, on a l'impression qu'elle était là en embuscade, on l'avait refoulée, on se disait c'est bon, c'est fini tout ça, ça c'était avant, maintenant on sait tout ça, on a fini tout ça, et en fait non. Tout à coup, c'est un défoulement de barbarie. Et donc ensuite, ça s'installe. C'est une guerre où on a une guerre extrêmement moderne. Comme vous savez, c'est la première guerre moderne qui de ce fait ressemble beaucoup à nos guerres d'aujourd'hui, parce que c'est une guerre de matériel, parce que c'est une guerre où on tue des gens qui sont à des kilomètres, etc. Et surtout, c'est un virage là aussi dans la guerre, c'est-à-dire que mon personnage de déserteur, Théodore, mais aussi le père et le frère qui sont aussi au front dans ce roman, ils ont tous grandi sur les bancs de l'école, et ils ont appris sur les bancs de l'école, après la guerre de 1870, etc., qu'un jour viendrait où en tant que garçon, tu devras défendre ta patrie. Et ça sera l'épreuve de la virilité. C'est là que tu feras tes preuves d'homme, quoi. En fait, sur cette terre, c'est là que tu les fais. Donc la guerre, c'était censé non seulement pas du tout être une activité inhumaine, mais une activité humaine et masculine par excellence, l'épreuve des hommes, la grande aventure des hommes, qui pèse la valeur des hommes et de leur courage. Et quand ils se retrouvent dans cette... Et donc on leur présentait ça comme un sommet de virilité aussi. Sauf que jusqu'à la guerre de 14, la guerre on la faisait debout, on la faisait à cheval. Et puis la guerre de 14, assez vite, ça devient une guerre où on rampe. Ça devient une guerre, on peut plus, il n'y a plus possibilité de faire une charge, une chevauchée, de charger la cavalerie, c'est terminé.
Voilà, en fait. Et c'est d'ailleurs ce que nos généraux vont avoir beaucoup de mal à renoncer à ça, à cet héroïsme des charges, des chevauchés. Et donc, ils vont tenter de faire ça dans cette guerre moderne. Et ça va donner Verdun, ça va donner la Somme, ça va donner des boucheries absolues. Mais donc, la guerre qu'on a vendue si virile, si héroïque, la plupart du temps, on l'a fait... pendant la guerre de 14, comme un gibier traqué par des armes ultra-modernes qui arrivent de loin, et finalement on développe un instinct de gibier. D'où viendra le projectile ? D'où vient-il ? Quelle sorte de projectile c'est ? Combien de secondes j'ai pour essayer de sauver ma peau ? Ça va être ça. Donc on n'est plus du tout dans la même chose, et là s'installe un énorme hiatus entre ce qu'on a appris, ce que la propagande continue à marteler, et ce que les hommes vivent vraiment. Donc, et en plus, plus le temps passe et plus c'est une boucherie. Donc s'ajoute à ça en 1917 la Révolution russe. La Révolution russe entraîne des désertions massives sur le front russe et la fin du front russe. Donc c'est le moment très très dangereux pour les Alliés, où les Alliés peuvent perdre cette guerre, il va y avoir là quelques mois avant l'arrivée des soldats américains, où c'est vraiment extrêmement dangereux, et où la question des déserteurs devient encore plus brûlante. Et dans ce moment-là, c'est aussi un moment d'effritement, parce que justement, après autant d'assauts archi-meurtriers, pour prendre une position qu'on avait perdue la veille et qu'on reperdra demain, eh bien, le coût humain de cette guerre est tellement élevé que alors que c'est une guerre du consentement, c'est vraiment la guerre du consentement, la Grande Guerre, eh bien, ce consentement s'effrite. Il s'effrite parce que le prix à payer est tellement élevé qu'au bout d'un moment, puis on est là depuis plusieurs années déjà. Donc, il y a cette question épineuse de la désertion. Il va y avoir la question des mutineries. Mais on n'y est pas tout à fait, puisque ça, les mutineries, ça commence un peu plus tard. Mais voilà, moi, mon livre, il commence en janvier, donc on est après Verdun, après la Somme, et à peu près toutes les familles françaises ont déjà payé leur tribut, ce qu'on appelle à l'époque l'impôt du sang. Dans ces moments respectifs de violence, que ce soit sous la monarchie de Louis-Philippe ou dans les tranchées de cette première guerre, vont apparaître dans vos romans, à côté des personnages masculins en fait assez effacés par la force de l'histoire pour Louis Brefort, puisqu'il va être tué par la force des choses, puisque les hommes sont sur le front. Mais on reviendra au personnage de Thiers, hein, évidemment, et puis à un autre personnage masculin, mais je le garde pour tout à l'heure, Joseph Schütz. Je voudrais venir à ces personnages féminins qui se dressent dans vos textes respectifs. Annette Vacher, celle à qui appartient la fameuse paire de bas de soie. Et je vais vous laisser dérouler un peu son itinéraire qui passe d'une violence consentie par une éducation qui apprend à accepter, à devancer même la violence masculine, jusqu'à une force de rédemption et j'ai envie de dire, d'assomption de soi, quelque chose qui va s'imposer au cœur à la fois de cette histoire et puis de l'histoire. Et on viendra à ce duo, en fait, mère-fille, qui incarne aussi ce que c'est que d'être une femme. Alors une femme mariée, mère de famille, qui va devoir reprendre la main sur la société du temps, parce qu'il faut faire tourner cette société en guerre. Et puis une jeune fille, sa fille, Rosalie, 19 ans, et qu'est-ce que c'est qu'avoir 19 ans dans cette guerre. Annette Vacher, tout d'abord. Alors Annette Vacher, donc, qui a existé, hein, puisque c'est elle qui disparaît ce soir-là. On en sait un petit peu sur elle, puisqu'il y a eu un procès ce que Thiers a appelé le procès monstre, 3500 inculpés, etc. Et à l'intérieur de ce procès, qui est consultable à la bibliothèque du Sénat, il y a la déposition de tous les survivants de la rue Transtenin. Parmi les survivants de la rue Transtenin, il y a une Madame Pajot qui se trouve être la concierge de l'immeuble. Imaginez ce qu'une concierge en 1834 sait des locataires, à peu près tout. Voilà. Et donc, Madame Pajot, elle connaît bien Annette Vacher. Pour tout dire, elle l'énerve un petit peu, cette Annette Vacher. Elle est très très belle.
Elle a 25 ans. Je l'imagine un peu comme une Brigitte Bardot des années 60, vous voyez, et Dieu créa la femme. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elle parle haut, elle parle fort, elle ramène plein de garçons chez son copain Louis Bréfort, même pendant le carême, enfin des choses absolument scandaleuses. Et voilà, elle est scandaleuse, elle est en même temps magnifique. Elle a des cheveux rouges, elle déborde de liberté, de féminité. Ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et puis après, elle disparaît. Évidemment, avant, je ne sais pas. Donc, ce personnage de Annette Vacher, je l'ai reconstruit par les petites bribes que j'avais, les fils que je pouvais tirer. Et puis après, alors ça, c'est le travail qu'on est obligé de faire et qu'on fait avec plaisir, c'est non pas travailler sur le vrai, mais sur le vraisemblable. C'est tout simple, c'est... Cette jeune femme prostituée à Paris, dans le quartier du Marais en 1834, d'où vient-elle ? Ça veut dire d'où viennent les prostituées ? Qui sont-elles ? Bon, bien souvent des immigrés. Immigrés, ça veut dire des Bordelais, et oui, à Paris. Alors Bordeaux, ça va encore, mais des Auvergnats, des Bretons. Voilà, ils arrivent par la porte d'Italie et ils se massent là au sud de Paris, dans un quartier extrêmement pauvre qui est autour des Gobelins, Saint-Marceau. Voilà, ça c'est les immigrés. On dit que c'est eux qui apportent le choléra. Rien n'a changé. Annette Vacher, c'est une immigrée. Alors comme j'aime bien le Pays Basque, c'est une petite Basque, une Basquaise. Pourquoi arrive-t-elle à Paris ? Eh bien, il se trouve qu'il y a énormément d'enfants orphelins à cette époque-là, beaucoup d'orphelins. Ces orphelins ont deux choix, trois. Le premier, c'est de mourir, tout simplement. Et sinon, s'ils survivent, c'est soit d'être recueillis par un orphelinat, soit d'aller dans les champs, c'est les fameux champis, voilà, qu'on trouve dans les champs. Voilà. Et il y a plein d'enfants comme ça. Elle a entre guillemets de la chance, elle est recueillie dans un orphelinat où elle apprend, d'abord dans une famille d'accueil, puis chez des sœurs, voilà, qui sont les seules à vous donner un peu d'instruction quand vous êtes une jeune fille. Et donc vous voyez, en fait, ce parcours d'Annette Vacher, c'est celui d'Annette Vacher, c'est aussi celui de toutes ces jeunes femmes qui vont se retrouver à Paris dans la misère absolue, à devoir travailler. Elle voudrait bien travailler, elle voudrait bien être lingère, être couturière, mais elle est un peu jolie et c'est sa malédiction finalement. Et donc, elle n'a pas le choix. Elle est immédiatement mise dans une maison de passe. Et puis, alors là, on pourra en parler, mais il y a les gradations de la prostitution à Paris, entre celles, encore une fois, qui, entre guillemets, ont de la chance, qui travaillent dans des maisons qui sont protégées, plus ou moins, qui sont visitées par des médecins. Et puis les dernières des dernières, les pierreuses, celles qui travaillent dans les carrières, notamment à Montmartre, et Annette Vacher en fait partie. Ça, c'est un peu le début, la genèse, mais pour trouver ce qui est à l'intérieur d'une fille comme ça. Parce que ça ne suffit pas de dire qu'elle est prostituée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Quel est son trajet, etc. Et puis à partir de Transnonain, de cette nuit d'avril 1934, il y a après ce qui lui reste à vivre. Le plus beau, à mon avis, parce que moi je tiens énormément à sauver mes personnages, même ceux qui sont très très loin, très entrés dans la misère, et essayer de leur trouver un chemin de rédemption. Alors pour Annette Vacher, elle n'a pas grand-chose à se faire pardonner. Annette Vacher, au contraire, elle a subi. Mais alors je vais essayer de ne pas trop dévoiler parce que peut-être que certains n'ont pas lu, etc. Mais, voilà, sans divulgacher, mais quand même, il y a deux choses qui motivent sa quête, son parcours. Se réapproprier d'abord son nom. Le nom, c'est tout, depuis très longtemps déjà. Depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge, c'est la carte d'identité, c'est le passeport, mais c'est l'identité. Et évidemment, elle a un nom, un patronyme qu'elle ne connaît même pas. Elle a un nom de famille d'accueil, elle a un nom de refuge pour les enfants perdus, elle a un nom de prostituée. En fait, elle n'a pas de nom. Voilà. D'ailleurs, on appelle ça, à l'époque, une fille sans nom, ce qui est à peu près le dernier étage de la féminité au XIXe siècle. Donc il va falloir qu'elle se réapproprie ce nom, qu'elle se trouve un nom. Je vous
dit pas comment. Voilà. Et puis l'autre quête, bien sûr, c'est la réappropriation du corps. Et ça, vous comprenez bien qu'une jeune femme qui a été prostituée, qui a été violée, qui a subi énormément, elle a un long trajet pour se réapproprier son corps, voilà, être libre par rapport à ce corps, en faire ce qu'elle veut ou n'en faire rien du tout, ce qui est aussi un choix possible. Voilà. Donc ce roman, c'est à la fois une enquête bien sûr sur Transnonain, mais c'est avant tout cette trajectoire féminine qui passe aussi par d'autres femmes. On pourra en parler si vous voulez. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Mais vous avez très bien planté, en fait, cette sorte de décor en miroir entre la violence du politique et puis cette violence sociale qui est particulièrement brutale avec les femmes et qu'en fait tout le monde accepte jusqu'à ce que un éveil de conscience qui va passer aussi, on en reparlera tout à l'heure, mais par la rencontre avec des Saint-Simoniennes, par exemple, qui va opérer une mise à distance justement de ce qui est consenti et de ce qui ne doit pas l'être justement. On y reviendra. Isor et Rosalie, donc deux femmes, à un moment évidemment très différent de leur parcours. Pour Isor, comment être autre chose désormais qu'une mondaine et que la femme d'eux. Et on verra d'ailleurs que du coup, c'est pas évident de regagner la place de la femme d'eux quand la guerre s'achève. Je trouve que c'est vraiment très très intéressant cette dimension-là de votre texte. Et puis Rosalie, comment s'éveiller à la vie en temps de mort, quand on devient en plus bénévole pour une antenne, on dirait une antenne aujourd'hui de la Croix-Rouge, enfin une association, l'Union des femmes de France. Et puis la rencontre avec un déserteur évidemment. Oui, alors déjà, je dois dire aussi que moi, mon projet dans ce roman, c'était pas du tout de raconter la Grande Guerre, c'était plutôt de m'intéresser à la guerre comme un catalyseur de changement. Un catalyseur de changement, que ce soit pour les personnages masculins ou pour les personnages... Et a fortiori, pour les personnages féminins, puisque, en fait, si vous me permettez, je parlerai des 3 personnages féminins. Il y a 3 personnages féminins dans ce roman, et les 3 vont échapper à leur destin ou dérouter leur destin grâce à la guerre. Donc Isor, la mère, c'est en effet une mondaine avant la guerre, quelqu'un qui n'a jamais appris de métier de sa vie, qui est mondaine, et aussi elle a des activités de charité. Voilà. Et elle est très croyante, et elle sait très très bien où est le bien et où est le mal. Voilà. Isor, là, une morale chevillée au corps. Elle est inspirée par mon arrière-arrière-grand-mère, dont on m'a toujours dit c'était un dragon. Voilà. Et moi, c'était une de mes cartes de départ, c'était on ne naît pas dragon. Qu'est-ce qui fabrique un dragon et qu'est-ce que c'est un dragon? Donc là, en l'occurrence, Isor, au début de cette guerre, elle doit quitter sa vie, puisque normalement elle vit à Paris toute l'année, et puis l'été, ils vont dans leur château de province. Bon, là, elle doit arriver ventre à terre pour sauver les vendanges, lâcher sa vie parisienne et apprendre la gestion d'un domaine viticole du jour au lendemain. Et bon, c'est pas un métier facile, et puis c'est pas un métier facile pour les femmes. Ça commence comme un énorme fardeau sur ses épaules, et ça va devenir la découverte d'un métier et d'une passion pour ce métier. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est le destin de beaucoup de femmes pendant cette guerre. Les femmes ont tenu ce pays. Elles l'ont tenu à bout de bras en assumant toutes leurs autres charges. Et la difficulté de cette époque, c'est qu'il y a une véritable émancipation des femmes à la faveur de la guerre, mais que cette émancipation, elle leur a été en grande partie retirée ensuite. Donc là, ça, moi, je le savais intellectuellement, mais je l'ai vraiment ressenti pour la première fois presque dans ma chair à travers le personnage d'Isor, qui s'est approprié ce métier. Il faut quand même préciser que les hommes qui partaient au front, ils ont donné les clés du pays aux femmes, mais alors déjà à leur corps défendant quand même un petit peu, et puis à condition que ces dames se conforment à leurs petites instructions qui étaient délivrées religieusement par le courrier toutes les semaines, que votre femme soit agricultrice ou quoi que ce soit en fait, quel que soit son poste. Elle avait son mari qui lui expliquait comment faire, nanana, pour rester... Alors, c'est pas uniquement du patriarcat en action là dont je parle, c'est aussi pour eux le désir de ne pas perdre leur place dans la vie. La vie, c'est l'arrière. Si je perds ma place de mari, de père, de ma place dans mes affaires,
je perds ma place, je ne suis plus que ce corps souffrant que la guerre fabrique. Donc il y a aussi ça, hein, c'est pas si simple, mais bon. Donc ils envoient leurs petites instructions. Et on peut imaginer que beaucoup de femmes, comme Isor, vont commencer à transgresser. Isor, elle transgresse parce qu'elle a un contremaître qui est un vieux contremaître très misogyne qui veut même pas qu'elle rentre dans son chai parce que une femme qui rentre dans le chai fait tourner gâche le vin. Donc, elle en a ras-le-bol, il veut rien lui apprendre et elle va le virer, ce qui est pas du tout dans son cahier des charges. Et à la place, elle va mettre un contremaître catalan. Alors ça, c'est encore moins dans le cahier des charges parce qu'on est pendant la Grande Guerre. Donc pendant la Grande Guerre, l'Espagne est neutre. Mais les Catalans, ils faisaient plus d'affaires avec l'Allemagne avant la guerre. Et donc, il y a un énorme soupçon les concernant. Toujours le soupçon qui s'accorde aux neutres dans les guerres. Vous savez, vous êtes neutre, mais qui penche d'un côté, quoi. Et donc là, on soupçonne les Catalans de pencher du côté allemand. Donc, il n'est pas fiable. Et donc, c'est OK qu'il bosse là, mais c'est pas OK qu'il soit contremaître du tout. Et donc, elle en fait un contremaître. Et en échange, il va lui apprendre plein de choses. Et donc, c'est une relation extrêmement fructueuse. Et donc, en 1917, au moment où l'histoire commence, Isor, elle en est à un point où elle se dit que ce métier, elle le fait mieux que son mari. Donc, évidemment, ça va poser problème. Voilà. Et puis, Isor, peut être résumée par la charge mentale. Elle a une énorme charge mentale. Donc, par exemple, sa fille, ça ne l'intéresse absolument pas d'aller s'intéresser aux états d'âme de sa fille, par exemple. Sa fille, il faut qu'elle file doux. Globalement, il faut que tout le monde file doux avec Isor. C'est là le côté dragon. Mais elle a aussi plein de contradictions et plein de failles et c'était un plaisir de les explorer. Mais surtout, elle change énormément. Elle change même dans son corps. Elle sacrifie ses mains. Vous savez que les mains, pour une bourgeoise, c'est ce qui la différencie d'une femme qui travaille. Donc si du jour au lendemain, vos mains sont esquintées, qu'est-ce qui va vous... Voilà, donc c'est compliqué, mais elle le fait, elle sacrifie ses mains, et elle le fait avec une forme de fierté. Parce que ce métier, elle sait qu'il faut le conquérir aussi par le corps, et en même temps, ce métier lui donne un autre ressenti dans son corps, une autre manière d'être dans son corps, et du coup, les corsets, tout ça, ça devient ingérable en fait dans cette situation-là, parce que on a une vie, et c'était vrai pour beaucoup de femmes, une vie où tout à coup, il faut pouvoir marcher dans les vignes, on va se pencher, donc là, avec les vêtements qu'on a d'habitude, ça marche pas, quoi. C'est pour ça que la mode va être complètement révolutionnée après la guerre. Donc voilà pour Isor. Donc elle conquiert autorité, liberté, une liberté par rapport à son corps, et dans son corps, elle apprend à être autre chose que quelqu'un qui règne par sa beauté, le fait d'être impeccable, toujours impeccable. Elle n'est plus impeccable, elle devient quelqu'un d'autre et elle devient plus forte. Et donc sa fille sort de pension, une pension religieuse qui l'a culpabilisée pour une vie entière, avant même qu'elle ait vécu. Cette pension qui était à Neuilly était extrêmement janséniste, donc les filles apprenaient qu'elles étaient coupables et pécheresses et tout ce qu'on veut, avant même, alors qu'elles étaient innocentes, et on leur inculquait le fait qu'elles étaient vicieuses sans le savoir, hein, c'était vraiment ça. Donc cette jeune fille, elle était censée vivre vraiment sa vie quelques années. Son destin, Rosalie, normalement, c'est d'être une femme, enfin, c'est d'être une épouse et une mère, d'épouser la bonne personne que ses parents adouberont, et voilà. C'est un destin préécrit d'avance. Et le problème, c'est que donc il y a eu la guerre, sa vie est confisquée, elle peut pas avoir d'état d'âme, elle peut pas se plaindre de quoi que ce soit parce qu'à côté des soldats au front, dont son frère, ce qu'elle vit, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais elle est dans une impatience de vivre et une frustration, un désir indicible, quelque chose où chaque jour perdu de sa vie dure un siècle, parce qu'elle a 18 ans et demi. Et qu'elle elle a tellement attendu ce moment de sa vie, quand arrive cet homme, et le geste de le cacher, qui procède d'une impulsion, on appellerait ça aujourd'hui de manière horrible un délit de solidarité, mais c'est vraiment ce qu'elle fait, un délit de solidarité dans les critères de l'époque. Cacher un déserteur, c'est un délit de solidarité, que ça soit pour la nation, que ça soit pour l'Église catholique, que ça soit pour tout le monde, c'est ça. Elle le fait, et à partir de là, elle va comprendre très vite que cette décision la met hors les clous de tout, hors les clous de son éducation, hors les clous vis-à-vis de sa famille, en danger, elle met sa famille en danger, et puis hors les clous vis-à-vis de tout ce qui était prévu pour elle.
Et forcément, dans ce hors les clous, bien, elle va découvrir qui elle est vraiment et grandir. Donc c'est la porte dérobée vers sa liberté, vers son désir. Liberté et désir n'étaient pas dans le programme de sa vie, du tout. Et donc évidemment, c'était ça qui était très intéressant. Et là, vraiment, il y a, je pense, beaucoup de femmes qui ont découvert leur liberté grâce à une porte dérobée, dans l'histoire, en particulier dans ces années-là, etc. Donc, ce jardin. Et enfin, il y a une petite bonne dans mon histoire qui s'appelle Marthe. Je pensais à ça quand tu parlais de Annette, parce que Marthe, elle a un nom qui n'est pas son nom. Elle ne s'appelle pas Marthe. Elle s'appelait Marceline et elle a été rebaptisée aimablement par Isor à son entrée en place parce que dans les maisons bourgeoises, très souvent, on rebaptisait les domestiques. Parce que c'était plus simple, par exemple, si toutes les bonnes s'appellent Marie, au moins on ne se trompe pas. Et donc là, en l'occurrence, Isor, elle l'a baptisée Marthe, cette petite bonne, parce que Marthe, dans l'évangile, c'est celle qui fait le ménage, qui débarrasse la table pendant que sa sœur écoute le Christ. Donc c'est celle qui se sacrifie. Et ça, c'est bien pour une bonne, de lui donner tout de suite des bons principes. Et donc Marthe, elle a, on va dire, ce qui fait d'elle un bon personnage et une mauvaise domestique, c'est qu'elle n'arrive pas à renoncer à sa vie. Elle n'y arrive pas. C'est une vie asservie. C'est une vie sans vie. Et donc elle va, son corps souffre alors qu'elle est toute jeune. Et elle, c'est pareil, elle est violée constamment, parce que c'est le destin des bonnes partout. Au point que c'est pas un trauma, puisque c'est un peu pareil pour Annette, c'est sa vie. Elle ne sait même pas que ça peut être autrement. Son corps n'est à elle que dans la souffrance physique, en fait. Le reste du temps, il appartient à tout le monde, à tous ceux qui veulent le prendre et qui estiment avoir des droits sur lui. Mais elle a une forme de férocité et de colère à entrer. Elle a un désir de vivre aussi, qui est plus fort, ou de survivre, et ça la rend opportuniste. Donc elle est prête à saisir toute occasion qui passe de faire bouger sa vie. Elle a très peu de cartes dans son jeu, mais c'est clair qu'un déserteur caché par la jeune fille de la maison, ça fait partie des opportunités miraculeuses qui peuvent lui servir. Qu'on revienne, Jérôme, sur en fait deux types de personnages qui vont croiser la vie donc d'Annette et l'amener sur ce chemin de libération et de reconsidération de soi. Deux types de personnages très différents. Donc c'est Saint-Simonienne, qu'on a rapidement évoqué, qui prennent place au travers de deux femmes, et je vais vous laisser en parler, Suzanne et Claire. Et puis cet abbé de Sestac, un homme absolument incroyable, qui va offrir une forme de refuge. Et là aussi, je vais vous laisser en parler à Annette, mais Annette contribuera aussi à édifier ce vers quoi tend désormais sa vie. Annette part tellement de loin et de bas qu'elle ne peut pas y arriver toute seule, c'est impossible. Et donc, peu après Transnonain, elle dérive encore un peu plus loin, elle devient pierreuse, bon voilà, là encore je saute des épisodes, mais elle tombe par hasard sur des femmes qui sont absolument extraordinaires, qui ont parfaitement existé, qui sont ce qu'on appelait à l'époque des Saint-Simoniennes. Alors les Saint-Simoniens, très rapidement, moi, ce sont des gens pour qui j'ai beaucoup de tendresse, ce sont des socialistes utopistes. Alors, socialiste, à l'époque, ça serait communiste aujourd'hui, et totalement utopiste, c'est-à-dire qu'ils en sont au début de ce truc-là. D'ailleurs, ils confondent ça beaucoup avec le christianisme. Finalement, Jésus, pas mal socialiste aussi. Donc, hop, ils font un truc comme ça, et ils se donnent à fond. Mais ce sont des gens qui sont polytechniciens, qui ont fait les mines, les ponts et chaussées, qui sont avocats, qui sont médecins, et qui, tout d'un coup, décident que... ça y est, ils ont trouvé le modèle politique le plus idéal dans ce socialisme-là, à tel point que, par exemple, on va les retrouver rue de Ménilmontant dans une maison, tout nus, 40 à vivre nus, comme des sortes de beatniks, alors qu'ils ont fait Polytechnique, quand même. Et voilà les Saint-Simoniens. Hugo disait d'eux quelque chose que j'aime beaucoup, il disait « Les Saint-Simoniens ont raison sur tous les constats et tort sur toutes les solutions. » Voilà. Ça, c'était Hugo. Ça, c'était Hugo, bien sûr, qui aime bien ce genre de phrase. Et donc voilà. Et
Alors, je pourrais vous parler des heures des Saint-Simoniens, parce qu'ils sont passionnants. Mais au cœur de leur doctrine, il y a l'idée qu'un Messie va venir. Mais ce Messie est une femme. Et donc les Saint-Simoniens sont des féministes, d'ardents féministes. Et bien sûr, parmi les Saint-Simoniens, il y a des Saint-Simoniennes. Et certaines d'entre elles, dont surtout une, Suzanne Voilquin, crée un journal qui va s'appeler La Femme Libre, d'abord, puis La Tribune des Femmes, mais d'abord La Femme Libre. Et c'est un journal qui est publié à Paris, fondé par des femmes, écrit par des femmes, aucune intellectuelle, que des ouvrières, et qui signent, tiens donc, de leur prénom, pour éviter le patronyme. Donc c'est un journal qui paraît, au début, des femmes journalistes, il y en a, elles font de la mode et du jardinage. On rigole, mais elles sont tellement engagées, elles ont une telle violence en elles, ce sont de telles guerrières qu'elles commencent à déranger un peu tout le monde. Et parmi elles, il y en a une, alors elle n'est pas fondatrice du journal, mais elle participe, elle est aussi très très connue, pas assez à mon avis dans l'historiographie féministe, mais peut-être que ça va changer un jour, c'est Claire Desmarres, qui écrit 2 livres notamment, et qui est une guerrière absolue du féminisme, qui considère que le mariage est un esclavage, qui devance d'autres féministes qui viendront, femmes, qui viendront après, pour dire que l'homme le plus opprimé de la terre, l'ouvrier le plus opprimé de la terre, connaît une personne qui est plus opprimée encore que lui, et c'est sa femme. C'est avec des coins comme ça que Claire Desmarres, Suzanne Voilquin entrent dans la société extraordinairement bourgeoise de la monarchie de Juillet, qui est la victoire de la bourgeoisie, et donc de la bien-pensance. Annette rencontre ces femmes, et ces femmes vont lui permettre d'écrire. Écrire difficilement, voilà, mais de s'exprimer, et puis de sortir ce qu'il y a en elle, et finalement d'aller vers cette quête du nom, cette quête du corps, cette quête de l'identité. Donc ça, c'est la première étape, effectivement, par laquelle Annette a la chance de passer. Et puis elle continue sa vie, elle traverse la France, elle évite Bordeaux, parce que dans les conditions de son voyage, elle se serait faite arrêter immédiatement. Et elle arrive au Pays Basque, où l'on retrouve, vous vous souvenez, celui dont je voulais écrire la vie, qui s'appelle l'abbé Sestac. Et moi, j'ai été enseignant pendant 10 ans dans l'école qui reste de lui, puisque exactement à la même époque, en 1830, cet abbé vivait et créait quelque chose indépendamment de toute foi, de toute croyance, etc. Ce type est un génie absolu. Aujourd'hui, c'est un saint. Il a été canonisé, mais peu importe. Très rapidement, il a 30 ans, il vient d'être ordonné prêtre, il revient de Paris où on l'a envoyé apprendre un petit peu son métier. Il est bayonnais, Bayonne est un immense port, et que voit-il à Bayonne? Il voit des prostituées, bien sûr, et qui bien souvent ont des enfants, des filles mères. Il se dit, moi si je suis chrétien, je ne peux pas accepter ça. Il a 30 ans, en plus il est prof de philo, musicien, et il dit, ben voilà, je vais aller dans ce coin de sable là, qu'aujourd'hui on appelle Anglette, 10 000 € le mètre carré, mais à l'époque c'est que du sable, et il y a une maison qui s'appelle, tiens, le Grand Paradis, c'est vrai tout ça. Et il dit, je vais l'acheter. Avec quoi? Il n'a pas un rond. La Providence pourvoira. Et effectivement, on lui prête de l'argent. Il achète le Grand Paradis, il y met des prostituées avec leurs filles. Imaginez la bonne société bayonnaise qui voit un jeune curé mettre des prostituées dans une maison, dans un tas de sable. Voilà. Mais il y arrive quand même. Alors là, je vous passe rapidement, mais de ça, il a créé, sa sœur l'a rejoint, elle a créé un ordre qui s'appelle les Servantes de Marie. Ces Servantes de Marie existent toujours, à Anglette, alors maintenant que c'est bien construit et plein de très belles maisons, mais au milieu de ces très belles maisons, il y a un endroit qui s'appelle Stella Maris, et puis aussi le refuge. Donc on accueille encore les filles mères, on accueille les retraités, les gens comme ça, voilà, c'est un très bel endroit. Cet homme-là était aussi professeur, il a inventé un syllabaire, une méthode pour apprendre à écrire qui pendant 150 ans va faire autorité. Il y a encore une école, j'y ai été enseignant, et il y a une congrégation que va connaître Annette, mais j'en dis pas plus, de sœurs qui ont fait vœu de tous les vœux possibles, mais surtout celui de silence, qui s'appelle les Bernardines, et elles existent encore. Et pour la petite histoire, moi j'adorais passer devant chez elles, en plus on peut y aller encore aujourd'hui, voir la tombe du père Sestac. C'est dans un endroit, encore une fois, où il y a un golf, il y a des villas fabuleuses, etc. Et au milieu de cet endroit richissime, il y a le refuge
et des champs de maïs qui appartiennent à ces Bernardines qui ont fait vœu de silence. Et il faut imaginer la tête des promoteurs immobiliers quand ils voient des champs de maïs dans un endroit pareil. Voilà. Donc ce sont les personnes qui ont véritablement existé et qui ont servi de point d'ancrage et de parrain et de marraine à notre Annette. Avant de venir sur les 2 derniers personnages que j'ai gardés pour la fin, Joseph Lutz et puis Théodore, on va y revenir. J'ai juste envie de vous demander à tous les deux, quand je vous écoute, Jérôme, je pense à ce que Camus disait, rendre voix aux taiseux, parler pour ceux qui sont condamnés au silence dans la société. Est-ce que l'imaginaire romanesque, c'est aussi ça ? Donner une parole à ceux à qui, à un moment donné, on l'a confisqué. Et ma question s'adresse évidemment à tous les deux. Moi, j'y crois énormément. Alors, je ne sais pas du tout que toutes les autrices et les auteurs, chacun voit les choses à sa façon. Moi, je crois énormément à ça. Un truc un peu bizarre avec les morts. Dans tous mes romans, il y a des morts. Dans tous mes romans, il y a un jeune homme mort assassiné à 18 ans. Voilà. Je n'y suis absolument pour rien. Et il revient me hanter. C'est pas du tout un choix. Là, dans Transnonain, mon éditrice Julia m'a dit, au bout d'1 an, quand elle a lu le premier brouillon, elle m'a dit, tu te rends compte qu'il y a encore ça commence comme ça. Voilà. Et donc redonner effectivement la voix. Alors à ces morts, parce que moi j'écris surtout beaucoup en histoire, donc bien souvent ils ne sont plus là, et essayer d'aller travailler sur une injustice, rétablir quelque chose. C'est le pouvoir, c'est pas magique. On ne peut pas vraiment penser des plaies, mais on peut effectivement faire en sorte que, par exemple, les morts de la rue Transnonain ne soient pas tout à fait oubliés. Gaëlle, qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi ? Moi, j'ai l'impression à chaque fin de roman, y compris quand c'est de la fiction, que tous les personnages de mon livre ont existé et se sont servis de moi pour raconter leur histoire. Donc oui, j'ai l'impression qu'écrire, pour moi, c'est toujours cohabiter avec des fantômes et leur ouvrir un espace. C'est intéressant que vous parliez de taiseux, parce que moi, dans ce roman en particulier, j'avais ce problème-là. C'est que les personnages principaux de cette histoire ne peuvent pas se confier les choses les plus profondes. Ils ne peuvent pas, parce que ce déserteur de 30 ans ne va pas raconter sa vie, encore moins sa guerre, à une jeune fille qu'il voit comme une noix blanche, en tout cas au départ, parce que cette jeune fille ne va pas s'épancher avec un étranger qu'elle voit comme un lâche, parce que la mère ne racontera pas ses problèmes à sa fille à cette époque, dans leur relation ça ne marche pas, parce que la bonne ne va pas se confier non plus à sa patronne, etc. En fait, il n'y a que des impossibilités de dialogue. Ce qui fait que j'ai opté pour une narration avec des points de vue qui sont l'intériorité de chaque personne. Et pour moi, je crois qu'en particulier la fiction, le cœur de la fiction, c'est le point de vue. Pour n'importe quelle situation, n'importe quel événement historique, il me semble que la seule manière d'approcher la vérité de cet événement, ça serait d'avoir absolument tous les points de vue. Or, il y a beaucoup de points de vue qui sont étouffés. Alors, c'est un bon exemple ton livre, parce que justement, les points de vue de ces gens de la rue Transnonain, il a été silencié. Voilà. Mais ça arrive tout le temps, ça. Quand on fait le choix de raconter un événement, il est raconté par les survivants, les vainqueurs, les machins, et en fait, tous les autres points de vue, il y a des choix qui sont effectués. L'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on peut habiter plusieurs points de vue, et tous ces points de vue, la somme de ces points de vue donne tout à coup une vision du monde plus complexe, mais aussi beaucoup plus intéressante. Là, par exemple, moi, si j'ai pas le point de vue de la bonne, ce qui est typiquement un point de vue de personne silenciée, je manque vraiment un pan entier du monde si on n'a pas ce point de vue-là. C'est ce qui fait que l'histoire est complète, c'est parce qu'elle est là. Et pareil avec le déserteur, c'est un point de vue qui n'est jamais sollicité. Le point de vue d'un déserteur, personne n'a envie d'entendre le point de vue d'un déserteur, jamais. Ou alors très très longtemps après, quand par exemple sur la guerre de 14, on se dit c'est héroïque d'avoir déserté pendant la guerre de 14. Est-ce que ceux qui pensent ça diraient la même chose si c'était la deuxième guerre mondiale ? Je suis pas sûre. Ou alors est-ce qu'ils diraient ça aujourd'hui, par exemple, de la guerre en Ukraine ? Tout dépend. Est-ce que c'est des déserteurs russes ou ukrainiens ? Voilà. En fait,
c'est un point de vue qui n'est jamais confortable, un point de vue déserteur. Or, c'est quand même un point de vue très intéressant sur la guerre. Ils sont bien placés pour en parler malgré tout. Leur point de vue n'est pas suffisant, mais c'est un point de vue intéressant. Le point de vue des femmes sur la guerre est rarement sollicité, mais c'est un point de vue intéressant. Donc oui, moi je trouve que c'est la raison d'être d'un romancier, parce qu'encore une fois, si je prends l'exemple de la Grande Guerre, ça n'a pas d'intérêt d'écrire un livre sur la Grande Guerre, il y en a eu tellement, et des livres excellents. Ce qui est intéressant, c'est d'aborder la Grande Guerre en allant chercher des points de vue qui sont moins souvent abordés, moins souvent sollicités. Voilà. Pour moi, c'est ce qu'il y a d'intéressant en tout cas. Avant de prendre des questions dans la salle, je voudrais finir justement sur ces 2 points de vue que représente Théodore. On va peut-être commencer par lui et puis Joseph Lutz, qui me semble présenter... alors, chacun leur manière, ils sont extrêmement différents, mais ils sont néanmoins à leur façon en marge pour des raisons différentes de la société. Le vôtre, certes, est un déserteur, donc déjà extrêmement marginal, mais c'est aussi un peintre. Donc un point de vue très particulier, évidemment, sur le monde comme il va, dirons-nous. Et vous nous faites entrer dans le courant expressionniste allemand. J'adore le cavalier bleu, notamment, dont on parlait tout à l'heure. Et vous avez une écriture extrêmement picturale. Alors, vous avez déjà en soi une écriture qui est à la fois poétique et très sensorielle. Mais je dirais que là, vous êtes encore plus surpassé. Et que le point de vue que vous adoptez, c'est aussi celui du peintre. Oui, pour moi, c'était vraiment aussi important que le déserteur, le peintre. Et c'était à travers la grande tragédie qu'est une guerre, la tragédie, la plus petite tragédie, mais néanmoins vraiment tragédie, des artistes dans une guerre. Comment les artistes sont obligés de choisir un camp dans une guerre, et en même temps, et comment ils vivent la guerre, comment ils la regardent pour un peintre, comment un peintre regarde la guerre. Et ça, c'était une difficulté dans la difficulté plus générale de parler de peinture dans un roman. Je trouve que c'est très difficile la peinture dans un roman. Mais là, c'était vraiment aussi à l'échelle d'une carrière, juste avant la Première Guerre mondiale. Moi, Théodore est un peintre de l'avant-garde artistique. Et donc, cette avant-garde artistique, c'est une des plus belles périodes de l'histoire de la peinture, juste avant la Première Guerre, où on a, c'est vrai aussi juste avant la Deuxième, mais voilà, juste avant la Première, il y a cette modernité tous azimuts, tous ces courants qui naissent tous les jours, quasiment nouveaux. Et Théodore commence sa carrière de peintre avec les Fauves, mais il a 20 ans de moins que Matisse. Et donc, à un moment, il va être requis, convoqué par sa génération. Et sa génération, elle se nourrit des Fauves pour aller vers l'expressionnisme. C'est ce qui relie les Fauves et l'expressionnisme, c'est la couleur. La couleur, pour tous ces peintres, c'est de l'émotion pure. Donc, si un Fauve ou un expressionniste vous peint, ce qui l'intéresse, c'est pas du tout que la peinture soit ressemblante, mais c'est que la peinture, votre portrait, restitue l'émotion que le peintre a ressentie en vous regardant. Et donc ça se fait à l'aide de la couleur. Mais là où les Fauves emmenaient la couleur du côté d'une recherche du bonheur, les expressionnistes, eux, ils vont emmener la couleur ailleurs. Ils vont l'emmener du côté de... Ils se disent, pourquoi on enfermerait on garderait la couleur uniquement pour des émotions positives, pour le bien-être, la joie de vivre. On peut aussi l'adapter, on peut s'en servir pour parler de la violence, on peut s'en servir pour parler de la mélancolie, de la solitude, de ce mode de vie beaucoup plus moderne et inhumain des villes, etc. Donc, Théodore, il a grandi avec ça, et c'est avec ça qu'il fait ses armes de peintre. Et juste avant la Grande Guerre, ses derniers amis, sont des expressionnistes allemands. Mais à l'époque, tous les artistes de l'avant-garde ont des amitiés internationales. Ils vont s'admirer, ils vont à des expositions à Stockholm, ils vont à des expositions à Munich, ils vont à Berlin, ils vont en Russie, les Russes vont à Paris, etc. etc. Donc il y a là encore une espèce d'émulation internationale, des amitiés très fortes, une stimulation, quelque chose de magnifique qui va s'arrêter en août 14. Et non seulement s'arrêter, mais chacun, alors que finalement dans leur art, il dépassait les frontières, il les annulait, les effaçait, elles n'avaient plus de sens, eh bien ils sont ramenés à leur nation, à une identité la plus fermée possible.
et ils vont se retrouver, pour certains, de chaque côté du no man's land, quoi. Et donc Théodore, il est obsédé toute sa vie par le fait que peut-être il a tué ses amis allemands. Et c'est possible, il ne le saura jamais. Ça fait partie de ses fantômes. Tous les fantômes de cette guerre, mais il y a aussi cela. Et puis il y a aussi la question de l'art, puisque au front, Théodore, il n'arrive plus à peindre. Il n'arrive plus à peindre parce que il s'est dissocié de ses émotions. Donc, comme sa peinture, elle puise dans l'émotion, il n'y arrive pas, et donc il va y revenir, mais quand il y revient, eh bien le trauma revient avec. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois dans la violence, un peu comme ton personnage dont tu m'as parlé, à la fois dans la violence, il est devenu un homme violent, il est devenu un homme inhumain, et en même temps, il se demande ce qu'il reste de lui d'avant, ce qu'il reste de l'être humain qu'il était, ce qu'il reste de l'artiste qu'il était, et est-ce que l'art peut l'aider à rester humain ? Voilà. Alors Joseph Lutz n'a pas l'art, mais c'est l'homme aussi un peu de la lumière noire. C'est un personnage très hugolien. Et je vais vous laisser parler d'ailleurs de ce qui me semble être un souffle hugolien qui traverse votre texte. La presse a beaucoup dit, on retrouve le roman 19e. On retrouve un souffle hugolien, mais parfaitement adapté par le style à notre époque. C'est bien un style très contemporain. Il n'empêche, on entend quelques échos de personnages hugoliens. Et je voudrais que vous nous disiez justement comment ce personnage, pétri lui aussi de violence, qui a traversé des mythes comme celui de Vidocq et Pierre et les autres, peut à un moment donné, même si on ne va pas tout raconter, mais comment est-ce qu'on arrive, à travers ce personnage, à s'arracher à la violence la plus extrême ? Joseph Lutz, c'est le policier qui part à la recherche d'Annette dès la fin du massacre de la rue Transnonain. Voilà, donc on sait qu'elle a été recherchée, mais on ne sait pas qui. Le policier n'a pas laissé son nom. Donc c'est le seul personnage de fiction de tout le roman. Tous les autres ont existé. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est celui qui incarne le plus de choses. C'est un réceptacle, Joseph Lutz, dans lequel j'ai fait entrer beaucoup de choses, et puis il y a beaucoup de choses qui sont rentrées sans que d'ailleurs je m'en rende compte. Et c'est pour ça que voilà, ça ne me donne pas que vous parlez d'Hugo. C'est un personnage qui incarne le 19e siècle aussi. Plusieurs choses. D'abord, c'est un Parisien. Et moi, je suis parisien de naissance. C'est une ville que j'aime beaucoup et que, surtout, j'aimais beaucoup. C'est l'origine de Paris, l'origine médiévale de Paris, la capitale de la Révolution, de l'esprit révolutionnaire, de l'esprit d'insurrection. C'est ce Paris-là que j'aime, qui a bien disparu, j'en conviens. Et Lutz, il incarne ça. C'est pour ça que dans le livre, par exemple, il y a peut-être là aussi quelque chose d'hugolien enfin, il ne faut pas non plus exagérer avec Hugo parce que bon, c'est dur à porter, mais c'est un livre que j'ai voulu en odorama, par exemple. J'ai voulu qu'on sente les rues, on sente les boutiques, qu'on voit les petits métiers, qu'on voit, voilà, qu'est-ce que ça veut dire qu'un clos d'équarrissage en plein cœur de Paris. Voilà, toute cette viande-là, le ruisseau central, les animaux, etc. Et que tout ça, moi j'avais envie que mon livre pue, vous voyez, qu'il y ait une odeur qui s'en dégage. Et Lutz, il incarne ça. Lutz, il incarne cette violence-là. Voilà, c'est quelqu'un de radical. Il est vraiment gratiné, hein. Il a beaucoup de choses à se faire pardonner. Il a été flic chez flic QE, suivant l'orthographe de l'époque, chez Vidocq. Et vous imaginez bien que Vidocq, c'est de la police avec des méthodes qui sont sans limite. Hein, voilà Lutz. Donc un personnage assez noir, évidemment, il s'appelle Lutz, la lumière. C'est bien qu'il y a un peu de lumière en lui. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est justement de le sauver. Je vous parlais de ça. C'est facile de sauver Annette. En fait, elle est contrairement justement au péché originel qu'on inculte aux femmes. Non, elle est sauvée dès la naissance, Annette. Elle n'est que victime. Lutz, il est profondément coupable. Mais il a en lui une part de lumière. Et cette part de lumière, justement, elle va se révéler au contact d'Annette. Donc voilà, c'est un personnage qui incarne tout ça, qui incarne la violence, qui incarne la misère, mais qui aussi trouve une porte de sortie. Il y a des personnages, effectivement, chez
chez Hugo qui sont comme ça. Et puis pour juste reprendre une partie de votre question sur l'écriture, vous avez dit alors évidemment quand on écrit un roman qui se passe en 1834, on est obligé d'affronter les grands maîtres, les Hercules de la littérature. L'époque des Misérables, c'est 32. Illusion perdue, c'est 29. On est en plein dans Stendhal. Évidemment, Eugène Sue. Bon, donc on ne peut pas y échapper. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est me dire, mais comment un auteur très moderne, et moi j'aime particulièrement le roman noir américain, Jim Thompson, James Ellroy, etc. Comment ces auteurs-là auraient raconté un grand roman classique. Et je me suis rendu compte au fil de l'écriture d'une chose qui pourtant était évidente, c'est que ces auteurs, et même je vais aller plus loin, les séries Netflix, les choses comme ça, voilà, les bonnes séries, hein, mais vous voyez la manière de scénariser l'écriture aujourd'hui, donc de la rendre très moderne. Mon roman est conçu en chapitres très courts, en essayant de donner un rythme très rapide, voilà, une fluidité dans l'écriture. Eh bien, cette chose-là qu'on pourrait reprocher en disant « Oh là là, mon Dieu, mais que faites-vous comment ça? Est-ce que c'est de la littérature ?» Eh bien, c'est exactement ce que ces Hercules de la littérature ont fait à leur époque. En feuilletonnant la littérature, en considérant qu'on ne pouvait plus écrire à leur époque la princesse de Clèves, qu'il fallait tenir compte notamment de la presse qui changeait les habitudes de lecture, et cette manière de feuilletonner qu'ils ont tous pratiqué a changé le rythme, bien sûr, de la narration. Donc, finalement, je me suis retrouvé un peu dans leur position. Alors, l'heure est venue de me tourner vers vous. Est-ce qu'il y a une question dans la salle à poser à nos deux invités? Chantreau, au début, vous avez dit que vous aviez flashé sur le nom de la rue, et je voulais savoir s'il y avait une origine, une étymologie ou particulière, parce qu'elle n'est pas forcément évidente. Et quand on cherche un petit peu, il y a eu plusieurs noms de rues, et notamment, je crois que c'est Trousse Putain. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui a muté ? Ou est-ce que c'est quelque chose complètement... il y a une origine particulière? Oui, c'est ça. Les noms de rues sont extrêmement fluctuants. Alors, mon prochain roman se passe au XIVe siècle. Et donc là, tout change. Personne ne s'appelle de la même façon d'une page à l'autre. Tous les noms de rues, les noms de lieux, etc., les dates changent. Bon. Et voilà, ça provient d'un Moyen-Âge où le français n'est pas fixe. Et en fait, on se repère en disant, il y a la fontaine là-bas, il y a le pont là-bas, et entre les deux, il y a quoi? Un carmélite. Donc des nonnes. Donc Trousse Nonin. Déjà, c'est un peu... Et puis à côté, il y a des prostituées en bas du marais. Donc Trace Putain. Trousse Nonin, Trace Putain, etc. Tout ça, ça a donné Transnonin par sédimentation sémantique. C'est Haussmann qui a fait que le nom s'est perdu. Non, voilà, c'est Haussmann qui arrive 20-30 ans plus tard et qui, vous savez, le baron Haussmann qui va ouvrir des voies dans Paris. La rue Beaubourg passe de 8 mètres de large à une trentaine et il détruit toute une partie, en fait, tout un pan d'immeubles d'un côté, et c'est le côté de la rue Transnonin, et notamment, il n'y a pas que ça, mais toute architecture est bien sûr politique, et là l'idée c'était d'empêcher les Parisiens de construire des 4000 barricades en 24 heures. Là, ça devenait beaucoup plus difficile avec 30 mètres à couvrir. Juste pour la petite histoire, c'est pour ceux et celles qui vont à Paris, si vous montez la rue Beaubourg avec la Seine dans le dos, au coin de la rue Chapon, il y a gravé dans la pierre, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de plaque, encore l'inscription rue Transnonin, donc c'est le dernier vestige qui reste à Paris. Alors je terminerai peut-être juste sur le lecteur, la lectrice, en chaque auteur-autrice. J'ai vu s'échapper Janaïr des pages de votre texte. On a évoqué Hugo, mais vous avez évoqué aussi le roman noir américain. Je vais vous laisser parler peut-être d'un texte fétiche. Voilà, la parole au lecteur, à la lectrice en vous.
Si vous parlez de Janer, je vais parler de Janer, puisque je lui ai rendu hommage dans ce roman. Mais pour moi, c'est un livre très important, parce que je l'ai lu à 8 ans et que c'est ce qui a fait de moi une romancière. Donc, ça m'arrive de dire à des jeunes, et notamment à des jeunes filles, ce livre, il a changé la vie de celle qui l'a écrite, et il peut changer la vie de celle qui le lit. Mais en l'occurrence, moi, dans Janer, à 8 ans, j'ai été soulevée de terre par ce livre. Alors, c'était très jeune pour le lire. Pendant très très longtemps, j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main, peu importe l'âge, et de préférence en cachette. Et donc ça, surtout, je me suis dit, mais je veux moi aussi être capable de procurer ce genre d'émotions fortes à un lecteur. Et ça n'est qu'après, beaucoup plus tard, que j'ai découvert à quel point ce livre était sulfureux pour son époque. Moi, j'ai découvert plein de choses dans ce livre, mais par exemple, j'ai découvert le désir. Et on parle quand même d'un livre qui a été écrit par une fille de pasteur, habitant en face d'un cimetière, qui a eu une vie horrible, et qui a jamais vraiment... Enfin, je sais pas, ça veut pas dire qu'elle n'a pas désiré, Charlotte Brontë, mais bon, la voie du désir était pas facile dans sa vie, quand même. Puis ça a rarement été réalisé de bien, quoi. Donc ça, et aussi une chose qui est très forte dans Janer, c'est d'avoir une héroïne qui est laide, pauvre, orpheline. Autant dire qu'on peut tout de suite lui donner un coup de pied pour finir de la couler. Et ce personnage est comme un petit roseau qui jamais ne plie. Et qui, face à... C'est aussi un bon livre pour étudier les relations de pouvoir en amour, puisque le personnage dont elle va s'éprendre, qui s'éprend d'elle, etc., en fait, aujourd'hui, avec nos critères, on dirait il est un peu pervers narcissique, quoi, quand même. Hein, bon. Et elle ne se laisse pas inféoder. Jamais. Donc la force de ce personnage est incroyable. D'où Charlotte Brontë l'a sortie, sans doute de la sienne, mais c'est assez sidérant pour son époque, pour la société de l'époque, pour une femme écrivain. Il se trouve que Charlotte Brontë a influencé quantité de femmes écrivains, je m'en rends compte tous les jours. En fait, moi, sans doute, si ça m'a autorisée à envisager ce rêve, à nourrir ce rêve d'être romancière, c'est parce que ce livre avait été écrit par une femme, alors que la majorité des livres que je lisais étaient écrits par des hommes. Et donc ça, je l'ai retrouvé chez plusieurs romancières, ça, qui disaient, bah oui, j'ai lu Charlotte Brontë, à partir de là, je me suis dit, peut-être moi aussi, je peux écrire des histoires, et à ma manière. Et puis, la force de Janer, je me souviens un jour, j'ai fait une sorte de conférence avec des lycéens de grande banlieue parisienne, et je parlais justement des livres qui changent la vie de ceux qui les écrivent, en disant, en gros, il y a forcément un livre quelque part qui peut changer votre vie si vous l'ouvrez. Si vous le lisez. Ça arrive souvent. Et à ceux qui les écrivent et à ceux qui les lisent, c'est la bonne nouvelle. Et à la fin, il y a une jeune fille qui est venue me voir et qui m'a dit, moi aussi, Janer, c'est mon livre fétiche. Et elle m'a dit, moi j'adore le moment où à la fin, cet homme lui dit, reste, il veut qu'elle reste, et qu'elle s'en va pour rester droite. Et je ne sais pas ce que vivait cette jeune fille, mais ça se voyait que pour elle, ça résonnait vraiment très très fort. Et donc ce personnage-là, les romans, c'est aussi des personnages, c'est la force des personnages, et Janer, c'est un sacré personnage quand même. Jérôme, un livre fondateur Oui, il y en a beaucoup qui ont été fondateurs. Non, mais moi j'aimerais parler de deux livres de femmes. J'ai retenu ce que tu as dit, je me souviens bien, quand j'étais étudiant en Sorbonne, le mépris qu'on avait pour encore, la misogynie qu'il y avait sur les autrices, qu'on appelait les écrivains. Et donc, oui, j'ai très envie de parler de deux livres de femmes. Un, c'est Blonde de Joyce Carol Oates, que je tiens pour un immense roman. Il y a un passage qui m'a fait hurler. Ça m'était jamais arrivé, si peut-être quand j'avais 15 ans devant un poème de Rimbaud, c'est-à-dire une réaction physique, tellement c'est beau, tellement c'est incroyable, de liberté, de puissance, d'intelligence, voilà. Et puis pour le clin d'œil, quand je cherchais, ça nous arrive tout le temps de chercher notre personnage, il faut entendre sa voix, c'est très important, et puis savoir aussi à quoi il ressemble. Annette au début était brune, mais elle faisait un peu trop Esmeralda.
à mon goût. Et donc, j'étais en train de lire Blonde, et elle est devenue blonde peroxydée pendant pas mal de temps, pendant une bonne année, avant de devenir rousse. D'ailleurs, je vous explique dans le livre comment elle devient rousse. Mais longtemps, elle a été une Marilyn Monroe, ce qui lui allait pas mal. Et puis l'autre, mais c'est vraiment un conseil de lecture, que je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle La Fabrique des rêves de Sarah Stridsberg, qui est un livre éblouissant d'une autrice qui a là aussi un talent d'écriture. Et moi, ce que j'aime bien chez elle, chez Annette, chez Claire Desmarches, chez tant d'autres, c'est que chez les femmes autrices, pour le coup, à un moment, une sauvagerie. Voilà, une puissance, une force qui se projette, et en même temps, bien sûr, un art du roman et un art de l'écriture. Donc voilà, La Fabrique des rêves, je vous conseille vivement. Merci infiniment à tous les deux. Je pense qu'on peut applaudir chaleureusement nos invités. Merci Gaël, merci Jérôme. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.